respecter l'heure, on va commencer. Donc sur les modalités pratiques, on va faire comme pour la déconjugalisation de la hache. On va essayer donc là, le diaporama qu'on va vous présenter sur, donc l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales est un petit peu plus conséquent que la dernière fois. Donc on se laissera, si on a plus le temps, de répondre à vos questions. Sinon, vous avez effectivement, vous voyez donc questions et réponses. On vous invite à poser vos questions là. Pour rassurer tout le monde, donc ce webinaire est enregistré. Nous adresserons le support, hein, le PPT ainsi que l'enregistrement, comme on l'avait fait la dernière fois, à toutes les personnes qui étaient inscrites. Donc je parle, mais je ne me suis pas présentée. Donc je suis Sophie Rivaud. Je suis donc responsable du secteur prestation et de la relation de service à la CAF des Vosges et je suis donc accompagnée de Madame Caroline Lichtenberger qui est à côté de moi, qui est donc la responsable de la relation de service, qui va vous faire donc la présentation. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, donc on est sur l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. On s'excuse, sur la date un petit peu, on va dire, courte au niveau de ce calage de ce webinaire, mais pour nous donner quand même quelques excuses, cette prestation-là, a été, extrêmement, réalisée et construite au niveau du gouvernement et au niveau des CAF. On a seulement eu, depuis fin novembre et elle est opérationnelle depuis seulement vendredi. Donc vous voyez, 1er décembre, on a trouvé qu'il était assez pertinent de pouvoir, vous la présenter assez rapidement, surtout sur un mois de décembre avec, les fêtes de fin d'année et donc des absences. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, le support sera enregistré, il y aura pas de problème pour que des personnes puissent, prendre, toutes ces informations-là ultérieurement. Je laisse la parole à Caroline. Merci beaucoup Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Bah, c'est parti, on va démarrer. Donc quelques chiffres pour commencer. Donc, sur les violences conjugales, donc, pour votre information, 213 000 femmes ont été victimes de violences conjugales entre 2011 et 2019. On a eu 180 000 enregistrements de cas de violences conjugales auprès des forces de l'ordre en 2021. 122 femmes ont été tuées par leur conjoint, soit une hausse de 20 par rapport à 2020. En 2021 et 2018, il faut noter qu'il y a à peu près un tiers, des victimes qui étaient des hommes. En 2022, les chiffres sont montés à 244 000 victimes, soit plus de 15 par rapport à 2021. On note qu'il y a à peu près, 66 des violences conjugales qui sont des violences physiques, quand 30 sont des violences verbales ou psychologiques et 4 des violences sexuelles. On verra dans la diapositive, suivante, de quoi relèvent ces différents types de violences. Et puis d'après l'enquête de victimation, de jeunesse 2021, seulement un quart des victimes des violences conjugales effectuent un signalement auprès, des services de sécurité. Donc ici, on détaille, un peu plus en détail, les différents types de violences, hein. On a des violences économiques, verbales, sexuelles, administratives, physiques et psychologiques. Si je vous donne un exemple pour chaque, les violences économiques, ça peut être empêcher l'autre de travailler. Les violences verbales vont être tout ce qui est insultes, injures, cris, sur, l'autre conjoint. Les violences sexuelles peuvent, relever du harcèlement ou des agressions sexuelles. Les violences administratives, peuvent concerner tout ce qui est retrait de documents administratifs, interdiction de se former. Les violences physiques sont tout ce qui relève des coups, des morsures, des brûlures. Et enfin, les violences psychologiques et cyberviolences, vont relever de tout ce qui est contrôle, dévalorisation, humiliation. Donc, l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales, on va voir plusieurs points aujourd'hui. On va essayer d'être synthétique et puis assez clair. Donc, on va déjà voir ce qu'est la VVC. Hein, on l'appelle aussi aide aux victimes de violences conjugales en interne dans nos services CAF. Pardon. Quelles sont les conditions d'ouverture de droit? Comment faire la demande? Et enfin, la communication autour de cette nouvelle prestation. Donc, la VVC, c'est quoi? Donc, c'est la loi en fait du 28 février qui l'a instaurée. C'est une prestation légale qui a été prévue pour soutenir les victimes.
Donc, elle va dépendre, en fait, cette aide, du niveau, de ressources de la victime et elle peut prendre 2 formes. Soit la forme d'une subvention, donc c'est-à-dire c'est une aide qui sera, donnée, aux personnes et qui ne sera pas remboursable, soit la forme d'un prêt sans intérêt. Donc dans ce cas-là, on attend un remboursement. À noter que le remboursement peut se faire auprès de l'auteur des violences s'il est condamné à la peine complémentaire de remboursement du prêt ou sinon auprès de la victime dans les autres cas. L'aide pour les victimes de violences conjugales, elle concerne la France métropolitaine, les DROM, y compris Mayotte. Donc cette aide, elle est entrée en vigueur le 28 novembre 2023, mais plus précisément le 1er décembre auprès du public. Il y a eu la communication qui a été faite. Sophie, tu voulais peut-être préciser une petite chose par rapport à la MSA? On va le voir tout à l'heure que cette aide concerne aussi les personnes qui sont dépendantes du régime de la MSA, hein. Ce n'est pas uniquement les personnes qui sont dépendantes, qui sont reliées à la CAF, hein, d'accord? Donc, merci pour cette précision. Donc, on est sur une aide qui est entrée en vigueur le 1er décembre et elle peut concerner en fait des violences qui ont eu lieu avant le 1er décembre, d'accord? Pas uniquement après cette date. Elle va s'adresser donc à toute personne, que ce soit des allocataires ou non, victimes de violences conjugales commises par le conjoint, le concubin ou bien le partenaire de PACS. Ça peut aussi concerner des relations qui sont terminées, qui sont passées. La relation n'est pas forcément actuelle. Et enfin, il n'est pas nécessaire que la victime vive ou ait vécu par le passé avec l'auteur des faits. Donc ça, ce sont des points importants. Les conditions à remplir pour bénéficier de cette aide. Donc, pour l'ouverture de droit, il nous faut analyser plusieurs points. Donc déjà, le régime d'appartenance, comme on l'a évoqué, les conditions qui sont liées aux ressources, les conditions liées aux demandeurs, le montant et le paiement de l'aide et les conditions relatives aux enfants. Donc, concernant le régime d'appartenance, l'allocataire peut dépendre de la CAF ou d'un autre organisme en fonction de son régime d'appartenance. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, soit le régime général et les régimes spéciaux, soit le régime agricole. Par rapport à la CAF, on a le contact habituel sur lequel vous pouvez nous transmettre des documents. Donc, c'est transmettre un document.caf88@info-caf.fr. Et pour toute demande d'information, vous avez l'espace pro@caf88.caf.fr. Donc, ce sont les deux moyens privilégiés pour nous contacter en cas de question. Pour la MSA, c'est la MSA Sud-Champagne qui s'est positionnée sur la gestion de cette activité au niveau national. Donc, il y a un numéro de téléphone dédié qu'on vous a noté avec Sophie sur la diapositive, donc à conserver si vous avez des questions par rapport à une personne qui dépendrait du régime agricole. Et vous avez aussi une adresse mail que vous pouvez utiliser en cas de besoin et donc qui est indiquée sur la diapositive. Donc, on vous invite à la partager si besoin avec des collègues ou d'autres partenaires. Donc, concernant les conditions liées aux demandeurs, donc, par rapport à ça, le bénéficiaire de l'aide doit résider sur le territoire français, être français ou ressortissant de l'UE, UEEE ou suisse, ou être de nationalité étrangère et détenir un titre de séjour qui lui permet de séjourner régulièrement en France, quelle que soit la nature et la durée du titre. Il n'y a pas de liste qui est limitative. Cette condition, elle est déclarative. Donc concrètement, ça signifie que le demandeur déclare être en possession d'un titre de séjour, mais en fait, il n'est pas en mesure de le fournir. Il peut tout de même, s'il n'est pas en mesure de le fournir, excusez-moi, il peut tout de même effectuer la demande. C'est vraiment du déclaratif. Donc ça, c'est important comme point. Enfin, il n'y a pas de condition d'âge. Et puis, ce n'est pas nécessaire d'avoir un enfant pour solliciter cette aide. Voilà. Le bénéficiaire doit être victime de violences conjugales. Donc, par conjugale, qu'est-ce qu'on entend? On entend, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un conjoint, un concubin, un partenaire de PACS, même quand ils ne vivaient pas ensemble. Ça peut être aussi, comme on l'a dit, un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire de PACS, même lorsqu'ils n'ont pas vécu ensemble. Et ce, peu importe la durée de la relation.
L'aide, elle peut être versée que la victime soit en couple ou non actuellement, avec l'auteur présumé des faits ou avec une tierce personne. Il n'y a pas de condition d'isolement qui est exigée. Et enfin, la question peut se poser de savoir, est-il possible de rester en couple après l'obtention de cette aide? Oui, l'aide n'est pas conditionnée à une séparation de couple. Voilà. Les conditions relatives aux enfants. Alors, il n'est pas nécessaire, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir un enfant pour bénéficier de l'aide. Cependant, le nombre d'enfants à charge aura un impact sur le montant de l'aide. Les conditions de détermination de la charge d'enfant sont différentes de ce que les cas font habituellement. Chaque situation sera appréciée au cas par cas. Pour les conditions liées aux ressources, donc les ressources qui sont prises en compte sont celles qui sont déclarées donc pour le mois précédant la demande ou à défaut l'avant-dernier mois qui précède si le demandeur n'en a pas connaissance, donc à M-1 ou M-2. On est encore sur du déclaratif. Voici une liste exhaustive des ressources à prendre en compte, hein. Elles sont présentes sur le formulaire qu'on verra tout à l'heure. On a les revenus d'activité qui sont salariés, revenus d'activité salariés ou non salariés, les indemnités de chômage, donc y compris le chômage partiel, les indemnités journalières de maternité, de paternité ou d'adoption, les autres indemnités journalières de sécurité sociale, la rémunération garantie pour les travailleurs en établissement ou service d'aide par le travail, donc les ESAT, et les pensions de retraite. À noter qu'aucune prestation n'est prise en compte pour la détermination et le calcul de l'aide. Donc détermination, montant et paiement de l'aide. La VVC, donc comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, peut être attribuée sous deux formes, soit sous la forme d'une subvention, donc non remboursable par l'allocataire ou le non-allocataire, soit sous la forme d'un prêt sans intérêt. Pour la partie subvention, lorsque le demandeur n'a pas de revenu d'activité ou perçoit un revenu qui est inférieur ou égal à 150% du SMIC net mensuel au 1er janvier de l'année du mois de la demande pour une personne seule. Concernant l'aide remboursable, donc prêt, c'est lorsque le demandeur perçoit des revenus d'activité supérieurs à 150% du SMIC net mensuel au 1er janvier de l'année du mois de la demande pour une personne seule. C'est donc la CAF qui détermine si l'aide est versée sous la forme d'un prêt ou d'une subvention. Ce montant, il est majoré selon le nombre d'enfants à charge au sens de la VVC. Vous avez donc un tableau récapitulatif en dessous avec la composition du foyer, personne seule, un enfant ou plus, le niveau de ressources, donc on part sur 150% du SMIC inférieur ou égal, et donc le montant du salaire est de 2029 euros par exemple au 1er janvier 2023 pour les DOM-TOM. Sur le montant de l'aide, donc, il va dépendre du nombre d'enfants à charge et donc du montant des ressources mensuelles de la victime. Le montant de l'aide peut donc être différent pour chaque demandeur. On a l'exemple en dessous, selon la situation. Donc, si on part sur une date d'effet montant avril 2023, on a l'exemple d'une personne sans enfant qui n'est pas enceinte. Donc, en métropole, le montant peut se monter à 607,75 €. Et quand on a un enfant à charge, par exemple au sens AVVC, à 911,63 €. Ces montants sont minorés si le bénéficiaire perçoit des ressources supérieures ou égales à 50% du montant du SMIC net mensuel. C'est donc important en fait d'être vigilant sur la transmission des sommes qui peuvent être versées aux personnes qui peuvent vous solliciter si vous avez des questions, parce que ça va vraiment dépendre du nombre d'enfants et du montant des ressources des personnes. Voilà. Sur les modalités de remboursement de la VVC, donc comme on évoquait tout à l'heure, si l'auteur des violences il est condamné, c'est lui qui devra rembourser le prêt. S'il n'est pas condamné, c'est la victime qui devra rembourser le prêt. Le montant sera exigible à compter du 24e mois qui suit son attribution. Et il appartient à la victime de tenir la CAF informée sur l'évolution et l'aboutissement de la procédure pénale. Concernant le paiement de l'aide, donc les faits de violence et leurs justificatifs, qui doivent dater de moins d'un an, de date à date, peuvent être antérieurs au 28 novembre 2023, date d'entrée en vigueur officielle de la loi. L'aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par période de 12 mois à compter de la date de la décision d'attribution. Elle est versée en une seule fois, dans son intégralité, dans un délai
de 3 à 5 jours, donc hors délai bancaire, si le dossier est complet, bien entendu, si on a une pièce justificative qui est valable. On a donc des impératifs à notre niveau, avec un traitement de dossier qui est vraiment pris en charge très rapidement. Le paiement peut être effectué sur le compte de la victime ou d'un tiers de confiance. Concernant la demande d'AVVC, donc on va voir comment est-ce qu'on l'a fait, les pièces, la sécurisation de la demande, le formulaire de demande et le café-faire. Donc, comment faire la demande? Donc, il y a 2 possibilités qui peuvent s'offrir à l'usager. Donc, on a un formulaire saisissable en ligne qui est accessible sur Café-Faire. L'usager peut le transmettre via le lien «Transmettre un document» proposé en fin de téléprocédure. Ou il peut le transmettre papier également, s'il ne souhaite pas le transmettre en voie dématérialisée. Il faut absolument une pièce justifiant de la violence conjugale pour que la demande en ligne soit transmise. Sinon, ce sera bloquant, ils ne pourront pas transmettre leur demande. Une victime non allocataire doit créer un compte au préalable. Donc les pièces justificatives, donc c'est ça qui nous intéresse aussi. Donc 3 pièces et alors une dernière aussi qu'on pourra évoquer avec, Sophie qui avait été rajoutée. Donc au niveau, des pièces, on a soit un dépôt de plainte ou un procès-verbal d'audition, c'est ce que vous voyez sur la gauche. On peut aussi avoir un signalement qui est adressé au procureur de la République, une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, donc ça peut être une ordonnance d'éloignement par exemple. Et puis le dernier document, Sophie, vous le dis tout de suite, et à noter que toutes ces un PV d'audition, un signalement adressé au procureur de la République et une ordonnance de protection délivrée par le JAF. Vous n'en avez pas un quatrième? D'accord, bon, c'est une erreur de ma part. Ouais, bah, c'est là, c'est bon. En fait, j'ai rien oublié, on n'a rien oublié, tout est noté. C'était le PV d'audition, qu'on avait, pensé omettre, mais, on vous l'a bien noté dans la diapositive. Donc ces 3 documents doivent absolument être joints à la demande, d'aide d'urgence et donc ils doivent être valables 1 an de date à date à compter de leur émission. Un des 3 documents, excusez-moi, pas les 3 documents, un des 3 documents. Donc ça, je vous l'ai évoqué. Le droit ne peut être étudié que si la pièce justificative est réceptionnée et elle doit avoir une ancienneté inférieure à 12 mois. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire oralement. Donc on a un exemple. Une ordonnance de protection délivrée le 5 janvier 2024 sera valable jusqu'au 4 janvier 2024. Si 2025. Si la personne, nous, dépose, son ordonnance le 5 janvier 2025, malheureusement, ce ne sera plus valable. La sécurisation de la demande. Donc, pour sécuriser autant que possible le parcours de la demande, le mot de passe Mon compte doit être obligatoirement réinitialisé. Donc ça, c'est important. La fonction de transmettre un document a été ouverte au conjoint sans délégation uniquement dans ce parcours. Les libellés dans le suivi des demandes ou des attestations de droits et paiement ne mentionnent pas la notion de violence conjugale. Donc ça aussi, c'est important pour les personnes qui auraient peur qu'il y ait des traces sur le dossier couple. En cas de prise de rendez-vous pour ce motif, le rendez-vous n'apparaîtra pas dans l'agenda du dossier couple. Ça aussi, on peut le communiquer. Il n'y a pas de crainte là-dessus. Si la personne va sur le dossier couple, sollicite un rendez-vous avec l'un de nos techniciens AVVC, il n'y aura pas de trace sur l'agenda du couple. Les tuteurs personnes physiques et personnes morales pourront également accéder au formulaire pour le compte de leur protégé. Et la demande AVVC n'arrive pas sur le dossier couple, ça c'est important. On immatricule systématiquement et on attribue un nouveau numéro de dossier à la victime et pour la VVC. Donc ça c'est important, il n'y a pas de trace sur le dossier couple. Donc concernant le formulaire, on va vous le présenter pour que vous puissiez un petit peu avoir un visu sur ce qui est proposé aux personnes qui sollicitent cette aide. Donc, vous le verrez, dans le support qu'on vous transmettra, à la fin, du webinaire. Donc ça reprend donc les informations, sur le demandeur. On a les coordonnées de contact, les modalités de versement concernant le RIB sur lequel, la personne souhaite que l'aide soit versée. Donc, soit elle a un compte, à elle, et elle sait que son conjoint, si elle est avec l'auteur des faits, n'a pas accès au compte, soit elle peut, demander à ce que l'aide soit versée sur le compte d'un tiers de confiance. Donc on peut passer à la slide suivante.
Alors, sur l'engagement de signature, je ne sais pas si on a possibilité de zoomer un petit peu plus, pour vous montrer. Non? Donc, on a une partie, qui dit que la personne donne son accord pour que la CAF MSA transmette sur demande sa demande, pardon, au conseil départemental à des fins d'accompagnement. Ça, c'est en cours de discussion, donc on reviendra dessus, auprès du conseil départemental, prochainement. Et puis ensuite, il y avait une autre partie qui est importante. Si je bénéficie d'un prêt remboursable, je m'engage à informer la CAF MSA de l'existence de la procédure pénale pour les faits de violence et du prononcé du jugement définitif, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure pour les personnes qui ont une aide, remboursable. Ça, c'est la partie notice pour les allocataires, s'ils ont des questions. Donc concernant, les étapes de la demande, sur le café faire et des affichages, donc on peut, voilà, avancer un petit peu sur les étapes. On a un parcours qui est simplifié sur le café faire. Donc, il a été fait le choix dans un premier temps de proposer un parcours pendant, lequel la victime serait accompagnée pas à pas dans sa démarche. Donc le parcours, il a été pensé afin qu'il soit facilement identifiable, on va le voir dans la slide suivante, avec, des étapes à suivre et une incitation, vraiment à être, sur la confidentialité, de la personne. Donc que la victime soit affiliée ou inconnue, donc si elle est inconnue, elle passera par une création de compte. Mais en tout cas, voici, les différents blocs, qui sont visibles sur le café faire. Donc on a 2 points d'entrée, on a la vie personnelle à gauche et accident de la vie. Donc si la locataire clique sur l'un ou l'autre de ces pavés, il va ensuite être redirigé, sur on le voit le petit pavé en dessous, sur, violence, aide universelle d'urgence aux victimes de violences conjugales avec, la suite de la procédure. Donc ça, c'est le déroulé. Donc on voit, en mode déplié, l'accès à la demande et les premières informations sur la notion d'aide remboursable ou non, pour les personnes qui sollicitent, l'aide. Donc ils accèdent en cliquant. Donc l'accès à la demande d'AVVC par une personne inconnue en CAF, on dit qu'elle est primo-demandeur. Donc elle va devoir créer un compte. Donc après cette création, l'usager, il arrive sur son tableau de bord et il va cliquer sur le bouton simuler ou demander une prestation. Enfin, il clique sur le bouton accéder et il accède à la demande. Concernant l'accès à la demande pour une personne qui est déjà, allocataire en CAF, qui a un conjoint et qui a, la délégation ou qui ne l'a pas. Donc on voit le visu, on voit la connexion à gauche sur le café faire. On voit ensuite le dossier couple. Ce qui est en rectangle vert, c'est la partie, simuler ou demander une prestation et ensuite la personne arrive, sur la demande en ligne. Je vous le redis encore une fois, les personnes qui sont en couple, il n'y a pas de crainte à avoir quand elles vont faire la demande. Le conjoint ne verra pas, que la demande a été faite, par l'autre personne. C'est confidentiel. Donc en préambule à la demande, il y a la page écran de confidentialité qui s'affiche. Comme la prestation, elle est sensible, on a une attention vraiment particulière qui est apportée sur la confidentialité. Par conséquent, cette page est proposée pour mettre en alerte l'usager et l'inviter à vérifier ses coordonnées de contact et à le modifier si nécessaire. En revanche, il a obligation de modifier son mot de passe qui donne accès au café faire. Voilà, ça c'est une obligation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation finalement? Alors il y a Sophie qui voulait rajouter une petite chose, je vous passe le casque. Donc du coup, on a terminé la présentation, donc c'est très bien parce qu'il est 10h30. On a vu qu'il y avait déjà quelques questions, donc on va pouvoir peut-être y répondre en direct. On va y accéder. Ah, c'était des coordonnées en fait, d'accord, en fait, c'était des coordonnées. Oui, parce que nos collègues de la MSA avaient été, invités à ce webinaire effectivement et ils n'ont pas pu venir, hein. C'est vrai que le temps était un petit peu contraint.
Donc ce qu'il faut vraiment bien retenir, déjà, c'est vraiment sur ce côté prêt et sur ce côté subvention, sur ce côté, conditions de ressources, hein. C'est vraiment, à notre niveau, que, le service va pouvoir, déterminer si c'est un prêt ou pas. Voilà, ensuite, il faut quand même bien, préciser aussi les pièces justificatives, elles sont vraiment déterminantes, hein, puisque, vous voyez qu'on a quand même un délai extrêmement contraint à notre niveau pour pouvoir mettre en paiement. Alors, pour vous dire aussi, c'est un peu inédit, hein, dans les CAF, hein, il y aura pas de vérification, enfin, on va être sur du déclaratif et on s'engage à pouvoir mettre en paiement cette aide-là sous 48 heures à 72 heures. Alors bien entendu, plus les délais bancaires, mais on a quand même cette injonction qui est très, très importante pour nous. Donc on est aussi, tributaire de pouvoir préparer ce dossier-là et de pouvoir bien, bien expliquer, comment je pourrais dire? La somme qui va être délivrée. Ce qu'on attend vraiment, à votre niveau, c'est de pouvoir déjà rassurer, les allocataires sur le côté confidentiel. Si la personne n'est pas connue chez nous, clairement, on l'immatriculera aussi très, très rapidement et puis, si, elle n'est pas connue chez nous et puis que derrière, il y a effectivement, on va vraiment la désolidariser avec son conjoint si elle est connue et avec le foyer. Donc voilà, il faut vraiment, là-dessus, qu'on les rassurer par rapport à ça et c'est ce qui est important aussi, c'est au niveau du RIB, hein, puisque là, il y a toutes ces choses-là vont être également, être importantes à gérer pour pouvoir payer cette aide-là à la personne qui, est victime, hein. Alors qu'est-ce qu'on a comme question? Merci pour cette précision. La VVC est effectivement gérée par la MSA. Donc là, le lien de la MSA, vous l'avez dit. Donc apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Ah, bah, on ne la voit pas, je ne la vois pas, Annelise. Alors, la question c'est, les personnes accueillies en centre d'hébergement peuvent-elles bénéficier de l'AVVC? Alors, en réponse à cette question-là, moi, je vous invite à vous reporter donc, aux conditions, d'attribution de l'aide, mais comme ça, je ne vois pas, de conditions bloquantes, comme dit Sophie. Oui, quelqu'un qui est hébergé chez une autre personne peut prétendre à cette aide. Donc je vous invite à vous rapprocher donc, du diaporama et puis d'aller aussi, sur Café Faire, mais comme ça, il n'y a pas de nom. Quelqu'un a levé la main. N'hésite pas à nous transmettre les questions, Annelise, parce qu'on ne les visualise pas forcément, s'il te plaît. Enfin, vous pouvez prendre la parole aussi si vous voulez, comme il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est assez clair pour vous? On n'a pas été trop vite dans la présentation? C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations aussi à intégrer. Est-ce que vous avez eu de votre côté des sollicitations peut-être aussi? Ça peut être intéressant de savoir si déjà vous avez eu des demandes d'AVVC qui vous sont parvenues et qui nous sont transmises? Alors, il y a une question, y a-t-il un contrôle a posteriori de l'utilisation de l'aide attribuée? Alors en effet, nous, si on voit qu'il y a des incohérences, sur le dossier par la suite, en effet, on pourra peut-être, éventuellement, avoir des contrôles qui se feront si on voit que ce qui a été en fait, le principe au niveau des ressources, nous, c'est qu'on puisse verser l'aide rapidement si la personne réunit toutes les conditions. Par contre, c'est du déclaratif, hein. On se base sur ce que nous dit, la personne et on ne va pas vérifier parce qu'on est vraiment, serré par les délais de paiement. Par contre, dans les mois qui suivent, si on se rend compte qu'il y a, une incohérence entre ce qui a été déclaré au moment de la demande, de l'aide d'urgence et les ressources qui nous sont transmises, à ce moment-là, un contrôle pourra être effectué sur le dossier et des indus pourront être générés, en effet. Oui, c'est-à-dire que nous, on reçoit les ressources, des impôts et donc si on voit qu'il y a une incohérence de déclaration de ressources et de ce qu'on a reçu des impôts, à ce moment-là, il pourrait y avoir, des contrôles d'aussi. Donc sur la question que je vous demandais, vous n'avez pas eu de demande à votre niveau pour le moment de mmh?
Comme disait Sophie, donc, pour votre information, depuis le 1er décembre, on a eu 13 dossiers qui nous sont parvenus avec à peu près 4 accords, si je ne me trompe pas, environ, sur ces demandes. On a eu aussi environ 6 refus. La plupart du temps, c'était parce que les justificatifs n'étaient pas bons, soit parce que ils étaient supérieurs au délai de 1 an, soit parce que les justificatifs n'étaient pas ceux qui sont demandés, comme je vous l'ai dit dans la présentation, un dépôt de plainte, un PV d'audition, un signalement auprès du procureur ou une mesure d'éloignement. Donc ça ne relevait pas de ces justificatifs-là, donc du coup, on a fait des refus. Ouais, Monsieur Marcoux, qui est de la MSA, qui est présent à la réunion, nous informe que de leur côté, ils ont reçu une dizaine de demandes. Ah d'accord, très bien. Donc nous, on a aussi, pour informer l'ensemble des partenaires, une boîte qui est dédiée en fait à la réception des demandes MSA, hein, en interne. Donc si jamais vous aviez un allocataire qui se présentait à vous à la MSA qui finalement dépend du régime CAF, vous êtes censé finalement instruire, la demande, réceptionner la demande et nous l'envoyer pour que nous, on puisse se mettre, en paiement. Et donc, on a une boîte interne qui est dédiée à ça. Donc, on aura certainement des relations privilégiées par rapport au traitement de cette aide. Donc Madame Fischer précise aussi qu'en centre d'hébergement, justement, ces personnes qui sont victimes de violences conjugales commencent aussi à demander l'aide. D'accord, très bien. Merci pour cette information. Voilà, on est prêt, comme dit Sophie. Voilà, tout est en ordre de marche à la CAF. D'autres remarques ou des choses qui pourraient être intéressantes pour l'ensemble des personnes qui sont présentes à la réunion aujourd'hui? Bon, bah, a priori, Sophie, le mot de la fin peut-être? Du coup, je fais le mot de la fin. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. On va respecter le temps qui était dédié, à ce temps d'échange donc sur cette, nouvelle aide, d'urgence aux victimes de violences conjugales. Voilà donc, bon par rapport à ça, les collègues et les espaces partenaires, hein, sont bien briefés aussi. Nous, on est en ordre de marche, comme le disait Caroline, par rapport à ça. On a déjà instruit, dès vendredi en fin d'après-midi, voilà, on sait quand même qu'on est un peu sous pression, hein. Je ne vous cache pas que tout arrive comme ça et c'est, encore une fois, je me répète, une aide qui est totalement différente des autres où, on a vraiment, du déclaratif, et on a, un délai très, très court. On va vous adresser donc les supports, l'enregistrement et puis écoutez, on vous souhaite une bonne journée et puis bon courage pour, des situations que vous aurez peut-être à gérer, dans vos quotidiens. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.